Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui, il y a la forme. L'actualité internationale est marquée par quoi? Aujourd'hui, nous allons faire une analyse à mi-parcours de la COP26 qui se tient à Glasgow en Écosse. Il faut savoir que lundi dernier, ça faisait une semaine que cette grande messe internationale de l'écologie et du climat en particulier a été ouverte. Celle-ci, évidemment, lorsque l'on regarde les premiers résultats, on a un sentiment un peu mitigé parce que, évidemment, les grandes puissances, qui sont les plus grands pollueurs également, ont du mal à s'entendre sur des engagements véritablement concrets et surtout vitaux pour la planète. Il faut savoir que parmi les gaz à effet de serre, qui sont le principal responsable du changement climatique, il y a évidemment le dioxyde de carbone, on a le méthane, et ces deux gaz-là sont produits à 85% par les pays industrialisés, par les pays riches. Par les pays riches et les pays industrialisés, parce que l'Inde, c'est un pays riche, c'est un pays industrialisé, mais il n'est pas encore considéré comme étant un pays riche. Et donc, ces pays-là n'arrivent pas à s'entendre pour la mise en place de véritables ambitions, des objectifs ambitieux. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour mettre en place des objectifs ambitieux. Notamment, par exemple, pour ce qui concerne le dioxyde de carbone, un certain nombre d'États, l'une des résolutions qui avait été demandée, c'était évidemment l'abandon de l'utilisation du charbon comme combustible pour produire notamment l'électricité. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'à peu près dans le monde entier, il existe encore à peu près 8500 usines électriques qui produisent à partir du charbon. Et ces 8500 centrales électriques, c'est mieux, 8500 centrales électriques, représentent à peu près 40% de la production mondiale d'électricité. Donc ça veut dire que le charbon, qui est extrêmement pollueur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour produire de l'électricité à partir du charbon, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle, ce charbon, et c'est l'énergie qui émane de la combustion de ce charbon qui va permettre de produire de l'énergie qui va faire tourner les turbines qui, à leur tour, vont produire de l'électricité. Or, les gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère à cause de lors de la combustion de ce charbon-là, il y a principalement le dioxyde de carbone. À côté du dioxyde de carbone produit par le charbon, il y a également le dioxyde de carbone qui émane évidemment de l'automobile. Mm-hmm. Donc les automobiles, on le sait, sont de très gros pollueurs également, même si la technologie a voulu nous faire croire que, évidemment, avec notamment l'invention des catalyseurs, notamment au niveau des tuyaux d'échappement, ces catalyseurs permettraient de combiner le dioxyde de carbone avec d'autres molécules pour que ça craque ce dioxyde de carbone-là et qu'il y ait une quantité moindre qui soit rejetée dans l'atmosphère. N'empêche qu'il y a toujours du dioxyde de carbone qui est renversé dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que même si les voitures aujourd'hui, grâce à cette technologie-là, produisent moins de dioxyde de carbone, mais néanmoins, le nombre de voitures en circulation a considérablement augmenté, ce qui fait que de manière globale, le volume de dioxyde de carbone qui est émis, notamment l'automobile, a augmenté. Notamment à cause de quoi? À cause de l'arrivée de marchés émergents, notamment la Chine. La Chine qui est le pays au monde qui a le plus grand qui a le plus grand parc automobile. Entre la fin des années 90 et le début de la décennie 2020, là, il s'est vendu près de 100 millions de voitures en Chine. Donc, et la Chine n'a pour le moment pas encore lancé une véritable transition vers la voiture électrique. Ce qui donc, on est loin par exemple de ce qui se fait dans beaucoup de pays européens, même si en Europe du Sud, en France, en Italie, en Espagne, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait en Europe du Nord. Lorsque vous prenez des pays comme la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède, ce sont des pays qui sont très largement en avance sur l'électrique, alors qu'elles sont censées avoir moins de véhicules, moins de moyens. Donc là,
on voit déjà qu'il n'y a pas la même ambition. D'autant plus que lorsque on a proposé la résolution de justement diminuer, de mettre un terme à l'utilisation de charbon pour produire l'électricité, eh ben, les plus gros consommateurs de charbon ont refusé: la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Inde. Alors, pour la Russie, c'est un cas à part, mais pour les États-Unis, l'Inde et la Chine, eh ben, la Chine estime que pour le moment, elle est dans un programme de construction de centrales nucléaires. Elle construit à peu près l'équivalent d'une centrale nucléaire par an. Elle n'a pas encore atteint l'objectif qui pourrait lui permettre de faire basculer la production d'électricité du charbon vers l'énergie nucléaire à hauteur de 70 ou 80%. Elle est encore très loin de ce chiffre-là. Et donc, en attendant, pour répondre à son appétit énorme en matière d'énergie, elle n'a d'autre solution que de continuer à faire tourner les centrales à charbon. Elle n'a pas le choix. La Chine est la deuxième puissance économique du monde. C'est un acteur majeur de la mondialisation. Et donc, elle ne peut pas, pour le moment, se passer des centrales à charbon. Pour les États-Unis, c'est pour des raisons purement électoralistes, pour maintenir en vie un certain bassin industriel qui est en réalité mort. Quand vous prenez des États comme le Milwaukee, comme l'Indiana, qui sont des États ouvriers, mais qui sont des États également miniers, où il y a énormément de mines à charbon, eh ben, le président qui oserait, en l'état actuel, fermer ces mines-là sans offrir de compensation à ces mineurs, sans offrir une possibilité de reconversion ou d'offrir une alternative en termes d'emploi, parce que ce sont des zones qui ont toujours dépendu de l'exploitation du charbon, ça fait des siècles, et les différents gouvernements successifs ne leur ont jamais proposé autre chose, une économie alternative à l'industrie minière, en l'occurrence du charbon. Et donc, pour raisons purement électoralistes, les présidents américains ont décidé de cesser. Barack Obama avait fait un pas en avant en fermant, durant les 8 années où il était à la Maison-Blanche, en fermant certaines usines, certaines mines à charbon, et ça avait coûté cher à... Hillary Clinton lors de l'élection de 2016, puisque ces États qui habituellement votaient démocrates ont tous voté républicains, parce que, évidemment, Donald Trump leur avait promis, il a tenu cette promesse-là, de réouvrir les mines à charbon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, aujourd'hui, il serait électoralement périlleux pour Joe Biden ou pour les démocrates de revenir à l'idée de refermer ces mines à charbon-là. Donc, ce qui fait qu'aux États-Unis, les mines de charbon fonctionnent. En Inde, c'est un peu la même raison que la Chine, c'est-à-dire que l'Inde, également, qui veut être un acteur majeur de l'économie mondiale, a besoin, pour son appétit, pour son développement économique, également, de ces mines à charbon qui font tourner ces centrales électriques-là. Donc, pour les grands pays qui sont les grands consommateurs de charbon, il est hors de question qu'on ferme ces mines à charbon. La même chose en Allemagne. En Allemagne, on a eu une transition écologique qu'on nous a fait miroiter comme étant extrêmement ambitieuse, celle de fermer la totalité des centrales nucléaires qui étaient sur le pays. Après la catastrophe de Fukushima, l'opinion publique allemande s'est levée en disant qu'il fallait absolument fermer, de peur qu'une telle catastrophe se reproduise sur leur territoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a relancé les usines à charbon qui avaient été fermées avec l'arrivée des centrales nucléaires. Et donc, l'Allemagne est devenue, en Europe, au sein de l'Union européenne, le pays qui consomme le plus de charbon. Et donc, il est redevenu un grand pollueur parce que les centrales nucléaires n'émettent pas de gaz à effet de serre. La seule chose avec les centrales nucléaires, ce sont les déchets, qui sont les déchets radioactifs qui sont issus du fonctionnement de ces centrales-là. Donc, l'Allemagne, en fermant les centrales nucléaires et en relançant les centrales à charbon, est redevenu un pollueur. Donc, ce qui fait que, comme je l'ai dit, 85% des émissions de gaz à effet de serre viennent des produits industrialisés des pays riches. Or, ceux qui payent le plus lourd tribut, et ça je l'ai dit il y a une semaine, ce sont les pays pauvres, ce sont les pays qui ne sont pas industrialisés, ce sont les pays qui n'ont
pas la capacité de mettre en place de vrais programmes ambitieux de transition écologique, ou bien des pays qui n'ont pas la capacité de se passer de technologies qui sont en réalité véritablement polluantes. Parce que mettre en place, par le biais de ce qu'on appelle la transition écologique, c'est-à-dire un passage vers ce qu'on appelle une énergie verte. L'énergie verte, c'est une énergie non polluante. Ça demande énormément d'argent parce que les technologies en la matière, on ne peut pas dire qu'il y en a dans tous les pays du monde ou que tous les pays ont accès à ce type de technologie qui est extrêmement onéreuse parce que pour la mettre en place, il faudrait des années et des années de recherche. Et donc, les pays pauvres n'ont pas cette capacité-là. Et c'est la raison pour laquelle on avait initié ce fonds vert de 100 milliards de dollars que l'on devait mettre à la disposition des pays pauvres pour justement leur permettre de financer cette transition écologique-là. Et là, on se rend compte que dans les résolutions de 2016 qui disaient que ce fonds devait être mis en place à partir de 2020, nous sommes en 2021, on se rend compte que moins de la moitié de la somme qui avait été promise a véritablement été mise dans la cagnotte parce que c'est en réalité à partir de 2021 qu'on devait commencer à financer des projets de transition écologique dans ces pays pauvres-là. Et donc, comme l'argent manque, au cours de cette COP26, les pays pauvres ont décidé de tirer la sonnette d'alarme parce que les chiffres de la conférence internationale des experts en changement climatique, ils ont sorti un rapport juste avant le début de la COP26. Ils disent que les objectifs de 2016 qui disaient de maintenir en deçà de 2% par année l'augmentation de la température de la planète, cet objectif-là n'a pas été atteint puisque les augmentations moyennes de la planète tournent entre 2,5% et voire même 3%. Donc, le GIEC en cela a déjà tiré la sonnette d'alarme et les pays pauvres, dont une grande partie sont les pays africains, des pays issus d'Amérique latine et surtout des tout petits pays qui sont par exemple dans l'océan Indien. Vous avez des pays comme les Seychelles, vous avez des petits États comme la Micronésie qui sont des États qui souffrent déjà des effets de changement climatique. Sur le continent africain, on a des pays sahéliens qui payent un lourd tribut. Vous avez le Niger, vous avez le Tchad, vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso. Ces pays-là souffrent déjà des effets du changement climatique avec l'avancée progressive du désert qui progresse en moyenne, selon les chiffres du GIEC, de 2 km par an. C'est énorme. Et pour le moment, on a l'impression que les dirigeants se cantonnent à ces promesses, à ces bonnes paroles, mais pour le moment, on ne voit pas un véritable changement, même dans les comportements. Il faut savoir que pour des dirigeants qui disent qu'il faut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, la plupart sont venus en avion, même soit par des compagnies aériennes internationales, soit même en jet privé. Donc vous ne pouvez pas, et on sait que également les avions sont de gros émetteurs de dioxyde de carbone. Donc vous ne pouvez pas venir à une conférence sur le changement climatique en utilisant des moyens qui sont encore considérés comme... Mais tu voulais qu'ils aillent comment ? Bon, c'est ce que le cabinet de Boris Johnson, le premier ministre britannique, a fait savoir que pour des raisons de calendrier trop chargées, il n'était pas possible pour Boris Johnson d'utiliser des moyens de transport moins polluants que l'avion. Genre le train ou la voiture. Leur truc qui passe sous la mer, là. Le train. Oui, leur train qui passe sous la mer. Voilà, le tunnel sous la Manche. Voilà. Donc ils ont un nom il ne lui était pas possible. Ça, c'est son cabinet. C'est pas qu'il a son cabinet qui a répondu à sa place en disant que techniquement, il aurait été difficile à Boris Johnson de faire ce déplacement avec d'autres moyens que l'avion. C'est la raison pour laquelle c'est également la même chose pour la plupart des chefs d'État qui se sont rendus à Glasgow en avion. Donc tout ça laisse dubitatif, notamment les organisations les non gouvernementales qui s'interrogent sur ces questions, qui s'intéressent à ces questions climatiques-là, sur la véritable volonté des États à vouloir mettre en œuvre de vrais plans de transition climatique et de se doter des moyens pour mettre en pratique ces plans-là. Et même Barack Obama est passé hier à Glasgow, délivrer évidemment un message assez pessimiste parce qu'il estime que les avancées que l'on a obtenues en 2016, quand on revient 5 ans plus tard, on a véritablement l'impression que soit les choses n'ont pas avancé, voire même pire, elles ont reculé dans certains domaines. J'en ai pris par exemple pour le cas du charbon. Donc,
il a demandé, il a exhorté les dirigeants à être courageux et à ne pas abandonner évidemment cette idée de la transition économique, et surtout que ça ne se transforme pas en une espèce de guerre idéologique. C'est ce qui expliquerait en partie, et ça je l'avais dit, la raison de l'absence de Xi Jinping, parce que Xi Jinping reproche notamment à Joe Biden cette posture offensive là vis-à-vis de la Chine, on le sait, notamment sur la question de Taïwan, sur la question de Huawei, sur donc les nouvelles technologies, sur la question du commerce international. Washington a toujours accusé la Chine de faire d'accorder des subventions massives à ces entreprises pour faire un véritable dumping, c'est-à-dire casser les prix et permettre à l'industrie chinoise de gagner des parts de marché comme ça à travers le monde. Donc, il y a toute une rhétorique que le président Joe Biden a continué d'utiliser vis-à-vis de la Chine, et cette rhétorique, on l'a malheureusement écoutée également sous la période de Joe Biden. Et puis, il y a aussi Vladimir Poutine, qui est également un grand absent. Il faut savoir que la Russie est le pays en Europe qui a le plus grand espace forestier. Or, il y a eu un engagement ici de la part d'une centaine de pays de mettre en œuvre la protection ou de garantir la protection de leurs forêts. Or, la Russie, Vladimir Poutine étant absent, on n'a pas vu la signature de la Chine. Un autre grand absent aussi, c'est Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Le Brésil est le pays qui a la plus grande étendue de forêt au monde. L'Amazonie est le premier poumon de la planète et près des 2 tiers de l'Amazonie se trouvent dans le territoire brésilien. Or, depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro à la tête de l'État, on le sait, il a multiplié les autorisations de déforestation pour lancer des exploitations agricoles, et tout ça a énormément créé de déséquilibre sur le plan écologique, puisque on voit sur le terrain, ça a exacerbé notamment la position des tribus ou de la plupart des populations indigènes dont la forêt est leur unique source de revenus. Donc la forêt est un élément vital pour ces populations-là. On voit régulièrement des tensions entre ces communautés indigènes et les exploitants agricoles. Tout ça avec sous la bénédiction de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro aussi qui fait l'objet de griefs de la part des partis de l'opposition, notamment sur la question de sa gestion de la COVID-19. Mais ça, c'est une autre chose. Mais le fait qu'il ne soit pas là aussi, ça pose de grandes questions sur la véritable volonté de ces dirigeants-là qui devraient jouer un rôle majeur et dont on a absolument besoin pour que ces questions de changement climatique à l'échelle de la planète puissent avancer. Ces dirigeants étant absents, eh bien, on reste particulièrement dubitatif sur les effets que pourraient avoir les décisions qui sont prises au cours de cette COP26-là. C'est la raison pour laquelle, à mi-parcours, on peut dire que, évidemment, on n'aura certainement pas les mêmes résultats que la COP 2016, qui avait été, à mon sens, la plus ambitieuse de toutes les conférences of parties, mais on reste quand même un peu optimiste. D'ici la fin de la semaine, on saura exactement ce qu'il en sera au cours de cette 26e édition de la COP. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés dans notre émission. Ce n'est que la première partie, on est ensemble. Urban FM 104.5.